L'action de grâce chez Claire, c'était autrefois une chaleur douce, des éclats de rire et l'odeur des bougies à la cannelle flottant dans les couloirs de sa maison à Lyon. Cette année, tout semblait artificiel comme une mise en scène. Chaque détail était pensé des centres de table, avec des étiquettes nominatives des rondes de serviettes, assorties une pancarte au-dessus de la cheminée proclamant « La gratitude, c'est un art de vivre ». J'entrais, portant mon gratin de patates douces, celui que je prépare depuis tout petit depuis à 30 ans. Claire le remarqua à peine m'entraînant vers la salle à manger avec un sourire crispé. Maman, pose-le là. On a déjà une purée truffée, mais je suis sûre que quelqu'un goûtera le tien. Quelqu'un. Comme si j'étais une vague tante et non la femme qui l'a élevée à travers des nuits de garde et des tempêtes. La table brillait des sous-assiettes, sous chaque assiette des verres à vin polis, à la perfection les deux enfants habillés comme des mannequins de catalogue. Marc, le mari de Claire, me fit un signe de tête déjà à son deuxième verre de Bordeaux. Je m'assis au bout veillant, à ne pas perturber l'harmonie. Le dîner était correct. La dinde un peu sèche, les rires plus bruyants que les blagues. Claire parlait de ses clients en coaching d'entreprise et des compétences de leadership émergentes de sa fille Élise à seulement 8 ans. Je souriais. Je ne l'interrompais pas. Je ne le fais jamais. Mais quelque chose couvait. Je le voyais dans le regard de Claire comme si elle attendait un signal. Comme si cette soirée n'était pas qu'un dîner. Après que le gâteau fut coupé et les enfants partis regarder la télévision, Claire tapa sa fourchette contre son verre. « J'ai une annonce, dit-elle balayant la table du regard. Il est temps de penser à l'héritage. Et je crois qu'il est juste que la pépinière, le jardin de maman, fasse partie de l'avenir d'Élise. » Je clignai des yeux. Ma fourchette resta en suspens. Aucun avertissement. Aucune discussion. Juste une offre publique de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Marc hocha la tête. Les cousins applaudirent. Et Claire restait là souriant, comme si elle venait de nous bénir tous. Je pensais qu'on était là pour manger de la dinde, mais ma fille était venue pour trancher autre chose. La tarte au potiron restait intacte sur mon assiette, la crème fouettée fondant sur la croûte. Les mots de Claire résonnaient encore, partie de l'avenir d'Élise. Elle l'avait dit comme si tout était déjà décidé. Comme si les années passées à creuser sous la pluie battante de la Drôme, à planter des semis avec des mains gelées, n'avaient été qu'un arrangement temporaire. « Maman, » continua-t-elle, croisant ses mains manucurées sur la table, « ça a du sens. Tu as créé quelque chose d'incroyable. Mais tu vieillis et Élise, elle a besoin de racines, de vraies racines. » Je regardais autour de moi. Marc hocha la tête comme sur commande. Les cousins échangèrent des regards furtifs. Même Élise semblait perplexe, fixant le glaçage de son cupcake. « La pépinière, ce n'est pas juste une entreprise, » dis-je doucement. « C'est mon histoire, mon indépendance. C'est moi. » « Allons, maman. » Claire laissa échapper un rire léger, celui qu'elle utilise en réunion pour écarter les questions gênantes. « Ne fais pas de cinéma. On parle d'héritage. Tu dis toujours que tu veux laisser quelque chose derrière toi. » « C'est chier. » « Oui, répondis-je. Mais pas comme ça. Pas parce qu'on me pousse dehors à ma propre table. » Un silence tendu s'installa. Je sentais mon pouls dans mes oreilles. « Tu sais, » poursuivit-elle, la voix plus basse, « tu parles toujours de planter pour que ça pousse. Je dis juste, laisse ça pousser à travers Élise, à travers moi. » Je pris mon verre d'eau. Ma main était ferme, ma voix encore plus. Ce n'est pas encore le moment, et quand il viendra, je déciderai à qui cela ira. Claire inclina la tête, son sourire ne vacilla pas, il s'aiguisa. « Eh bien, » dit-elle, levant son verre de cidre pétillant, « tu as eu ton tour. » Personne ne parla. Marc s'éclaircit la gorge. Quelqu'un tenta de changer de sujet, mais ses mots restaient là comme une lame entre nous trop affûtée pour être ignorée. Claire ne scia pas.
Elle dit simplement « Tu as eu ton tour ». La pièce était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été de toute la soirée, un silence qui ne s'apaise pas. Il s'enroule. On entendait le tintement des fourchettes contre la porcelaine, le grattement d'un couteau tranchant la tarte intacte. Je restais parfaitement immobile, les mains croisées sur mes genoux, les mots de Claire flottant encore comme de la fumée. Elle bouillonnait. Je le voyais à sa posture, épaules rigides, le tapotement nerveux de son ongle contre le bord de son verre. « Tu penses toujours que tu es la raisonnable », lâcha-t-elle soudain les yeux fixés sur moi. « Mais tu ne l'es pas. Tu es juste habitué à ce que personne ne te tienne tête. » J'inclinai la tête. Je ne repousse personne. Je tiens simplement ma position. « Tu accapares, rétorqua-t-elle. Tu n'as plus besoin de la pépinière. Qu'est-ce que tu vas faire? Mourir dans une serre. » Cela fit réagir autour de la table. Marc toussa gêné. Un cousin se tortilla mal à l'aise. Élise fixait sa brique de jus comme si elle offrait une porte de sortie. « Je n'ai pas à justifier mes raisons, » dis-je toujours calme. « Je ne dois mon œuvre à personne, juste parce qu'on pense que c'est l'heure. » Le visage de Claire s'empourpra. « C'est exactement pourquoi personne ne t'inclut dans les vraies décisions. Tu es impossible. Toujours si moralisatrice. » Elle se leva sa chaise raclant le parquet. « J'ai passé des années à te voir préférer tes plantes aux gens. » J'aurais pu répondre, lui dire ce que ces plantes m'avaient sauvée, mais je ne l'ai pas fait. Je ne lui ai pas donné ce morceau de moi. Puis sans prévenir, elle attrapa le plateau de dessert. Un petit gâteau sablé, fourré de crème au citron crumble émietté, vola à travers la table comme une gifle sucrée. Il heurta ma poitrine, les miettes tombant sur mon chemisier. Des exclamations fusèrent. Même Marc se leva à moitié stupéfait. Élise se figea les yeux écarquillés. Je ne bronchais pas. Je pris ma serviette lentement, délibérément. J'essuyai les miettes. Je pliai la serviette comme si c'était une soirée ordinaire. Personne n'osa parler. « Je crois que je vais partir », dis-je la voix stable. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas renvoyé de mots. Mais je l'ai senti en me levant, comme un fil en moi qui se rompait enfin libéré de tout ce que je retenais. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste élevé mes standards. L'air nocturne était vif quand je quittais la maison de Claire, mais il était plus clair que tout ce que j'avais respiré depuis des heures. Je rentrais chez moi en silence, sans musique, sans radio, juste le rythme de mes pneus suivant les courbes familières de la route. Les grilles de la pépinière m'attendaient sous la lueur douce du porche calme et intact, comme si elles n'avaient pas été entraînées dans le brasier des attentes d'une autre. À l'intérieur, j'allais directement à l'étagère de la pièce du fond. Je sortis le carnet vert, couverture en cuir, usé bords adoucis par le temps. Je l'ouvris à la page où mon mari avait écrit le jour où nous avions commencé la pépinière. « Tu m'as fait grandir, maintenant va faire pousser le monde. » Je passais mes doigts sur les mots comme s'ils étaient encore chauds. Le reste du carnet était rempli de calendriers de plantation, de tests de sol, de croquis, de plans d'irrigation et de pétales pressés de saisons révolues. Et glissés entre les pages des lettres, de clients d'amis et beaucoup de clercs enfants. L'une d'elles montrait un dessin de notre avenir ensemble, une boutique de fleurs avec « Maman et moi » peint sur la vitrine. Je le fixais plus longtemps que prévu. Mais ce dessin ne correspondait pas à la femme qui avait jeté un gâteau sur sa mère. Quelque part, elle avait confondu amour et levier, sacrifice et dette. Je refermai le carnet. L'héritage, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est une question de valeurs et de qui les protège quand personne ne regarde. Le lendemain matin, je préparais du café nourri le chat et passai un coup de fil. Une avocate en qui j'avais confiance. Une femme qui m'aiderait à mettre les choses au clair. Pas par rancune, mais par clarté. Je n'allais pas me laisser effacer, pas après tout ce que j'avais fait pousser de mes propres mains. Il voulait les racines, mais il ne voulait pas arroser. C'était un mercredi matin calme et couvert. Le genre de jour où la pépinière sent la terre et la pluie avant que l'une ou l'autre ne l'ait touchée. Je m'occupais des bégonias près de la clôture ouest quand j'entendis le gravier crisser dans l'allée. Claire. Elle sortit de la voiture en ballerine de créateur lunettes de soleil malgré les nuages. Élise la suivait serrant un berlingot de jus,
Dans la main de Claire, un dossier qui ressemblait à des brochures immobilières. Je me suis dit qu'on te trouverait avant l'affluence de l'après-midi, dit-elle, la voix légère, le regard tout sauf. Je n'attendais pas de visite, répondis-je, essuyant la terre de mes gants. Eh bien, sourit-elle crispée, on s'est dit qu'il était temps de planifier la transition. Elle entra dans la serre comme si elle était encore chez moi, désignant les bancs d'orchidées et de fougères. Tu sais, je pense qu'on pourrait mettre un bar à jus ici, peut-être un espace pour enfants aussi, quelque chose de tendance. Je versai de l'eau sur un groupe de racines et laissai le silence s'épaissir. Maman, ajouta-t-elle, baissant la voix, tu as fait ton point, mais soyons adultes. C'est mieux pour tout le monde, surtout pour Élise. Je regardais ma petite fille. Elle ne souriait pas, juste là, petite et silencieuse, fixant son reflet dans un arrosoir. Je fis signe vers la table sous le figuier. Veux-tu du thé? Claire cligna des yeux, puis haussa les épaules. D'accord. J'entrai dans le bureau, sortis le dossier de mon tiroir, le juridique. À l'intérieur, le nouvel acte. La pépinière, désormais en fiducie protégée pour Jasmine Moreau, une jeune femme atteinte de paralysie cérébrale qui travaillait ici avec loyauté depuis ses 19 ans. Je fis glisser le dossier sur la table. Claire parcourut la première page. Son visage se vida. « Tu plaisantes ?» « Non, dis-je doucement. »« Tu l'as donné, siffla-t-elle. »« À une employée. À quelqu'un qui l'a arrosée avec amour, dis-je. Pas juste de l'ambition. » Elle se leva si vite que la chaise vacilla. C'est une trahison. Non, ma chérie, dis-je sirotant mon thé. Elle appelait ça une trahison. Moi, j'appelais ça une taille. Le vendredi matin, j'étais apparemment devenue la méchante d'une histoire que je n'avais pas écrite. Claire avait publié une photo du panneau de la pépinière, recadrée pour sembler isolée sous un ciel nuageux, avec ce texte. Ma mère a donné notre héritage familial à une parfaite étrangère. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce qu'elle avait promis à ma fille, c'était censé être à nous. Au lieu de ça, j'ai été humiliée, prise au dépourvu, effacée. Je ne me suis jamais sentie aussi trahie. C'était accompagné des hashtags blessure de mère, trahison familiale, vol de héritage. Les messages de soutien affluèrent s'assisant rapidement. Inimaginable. Tu mérites mieux. Certaines personnes ne savent pas se lâcher prise. Ouais. Renier sa propre fille, c'est de la maltraitance. Je n'ai pas répondu. Je taillais les hortensias. Jasmine m'aidait à organiser des sachets de graines pour l'atelier de jardinage pour enfants du week-end. Elle leva les yeux de son carnet. Tu as vu ce qu'elle a publié? J'acquiesçais. J'ai vu. À l'heure du déjeuner, la tendance s'inversa. Jeanne, qui avait travaillé à la pépinière pendant ses études, commenta publiquement, avec tout le respect, « Claire, tu ne venais jamais à la pépinière sauf pour des photos. Ta mère se donnait à fond tous les jours, même le dimanche. Et elle m'a aidé à payer mes livres quand je n'avais pas les moyens. Ne réécris pas son histoire. » Puis d'autres suivirent. Une femme du centre pour seniors local écrivit « Marthe a offert des dizaines de plantes d'intérieur chaque année, sans jamais demander de reconnaissance. Elle a appris à nos résidents comment en prendre soin. L'un d'eux n'a plus eu besoin de médicaments contre l'anxiété après son cours. » Une fleuriste du centre de Lyon ajouta « Ta mère m'a fait un bouquet quand ma femme est décédée. Je n'avais pas d'argent pour payer. Elle me l'a donné et a dit « Certaines fleurs sont pour guérir, pas pour vendre. » Anciens employés clients, voisins, un à un, des voix discrètes qui s'élevaient. Un patchwork de vérité qui ne criait pas, mais s'enracinait profondément. Au coucher du soleil, la section des commentaires de Claire était passée de l'applaudissement à un silence gêné. Je n'ouvris plus mon téléphone ce jour-là.
Je m'assis sur le porche de la pépinière, sirotais une tisane à la menthe et regardais les soucis se fermer pour la nuit. Qu'ils publient, qu'ils déforment. Je n'ai pas planté mon nom dans des hashtags. Je l'ai planté dans les gens. Le dimanche matin, je m'assis près de la fenêtre de la cuisine, un stylo à la main et une feuille de papier lin qui sentait légèrement le cèdre. La pépinière était calme, le brouillard collant aux vitres de la serre, comme un souffle retenu. Je n'écrivais pas à Claire. Plus maintenant. J'écrivais à Élise. Ma très chère Élise, commençai-je. Je ne sais pas quand tu liras ceci. Peut-être dans des années, ou peut-être que ça te trouvera un jour où tes mains seront pleines de terre et ton cœur lourd. Quoi qu'il en soit, je veux que tu saches, l'héritage, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas quelque chose à posséder. L'héritage, c'est ce qu'on arrose chaque jour avec patience, bonté et le courage de grandir même quand personne ne voit si encore les racines. Tiens. Je lui racontais comment la pépinière avait commencé. Pas avec un prêt ou un plan, mais avec un rosier sauvé, une truelle d'occasion et les encouragements de son grand-père. Je lui parlais de sa mère qui dansait pieds nus entre les plates-bandes quand elle était petite. De la terre sous ses ongles qu'elle montrait fièrement comme un trésor. Je ne blâmais pas sa mère, pas directement, mais je ne cachais pas la vérité non plus. Je pliai la lettre et la glissai dans une boîte en bois avec une petite enveloppe de graines de soucis. Sur le couvercle, je gravais « Pour quand tu planteras ta première graine ». Puis je sortis au cabanon récupérer le dossier avec mon testament mis à jour et passer un dernier appel à mon avocate. À la tombée du jour, la voiture était prête. Juste quelques affaires. Des chaussures confortables, un pull chaud et le carnet avec l'écriture de mon mari. Je ne dis à personne où j'allais. Je laissai juste un mot pour Jasmine lui demandant d'arroser les succulentes et de prendre le premier quart. Parfois, il faut s'éloigner de ce qui fane, même si c'est toi qui l'as planté. Le panneau peint à la main près du portail disait « Une dernière floraison, journée du jardin communautaire ». Ostentatoire. Pas d'influenceur, pas de publicité payante. Juste le bouche à oreille et un post Facebook que Jasmine avait publié la veille décoré d'un emoji tulipe. À 10h, les gens commencèrent à arriver, certains que je n'avais pas vus depuis des années. Jeanne vint avec son tout petit en poussette. Les Dubois, qui avaient acheté un romarin pour leur anniversaire de mariage, apportèrent des madeleines. Un garçon que je ne reconnus pas tout de suite s'avéra être Pierre, un ado discret que j'avais embauché pour balayer les allées. Il était maintenant plus grand et proposa de porter des chaises pliantes sans qu'on le lui demande. Jasmine installa la table de tombola avec sa concentration habituelle. Elle portait un chemisier lavande et une petite épingle en forme de tournesol. Son badge indiquait simplement « copropriétaire ». Elle n'attirait pas l'attention dessus, mais je l'avais remarqué. Nous mîmes en jeu des plantes rares orchidées fantômes épées d'argent passiflore jamais vues en supermarché. Chaque ticket coûtait 5 € maximum et chaque euro allait à un refuge pour femmes locales. Quelqu'un apporta une guitare, un autre chanta faux, peu importait. Le jardin bourdonnait d'histoires, de premiers emplois de cœur brisés, guéris au-dessus d'arrosoirs et de la force tranquille des mains tachées de terre. À midi, je me tins près de l'arche de rosier et m'éclaircis la gorge. Je pensais que l'héritage était quelque chose de lourd qu'on traînait derrière soi. Mais j'ai appris que c'est ce qu'on plante chez les autres. Je suis fière de dire que cette pépinière vivra, pas à cause de mon nom, mais à cause des racines que nous avons fait pousser ensemble. Jasmine se tenait à mes côtés et je serrais sa main. Ses yeux brillaient, mais elle restait solide. Après les discours, une jeune journaliste de l'hebdo lyonnais demanda une photo. Je me tins devant le parterre principal, pelle en main, encore croûté de terre du matin. La photo fut publiée plus tard avec le titre « Elle a fait pousser plus que des fleurs ». Et je n'avais pas besoin des excuses de Claire. Je n'avais pas besoin de gagner la dispute. Tout ce dont j'avais besoin était là. Dans le sol, les sourires, le son de quelque chose d'honnête, prenant racine. Je n'ai pas brûlé le pont. J'ai juste planté des roses à son bord. L'enveloppe était couleur crème épaisse, du genre qu'on achète avec un ruban assorti. À l'intérieur, une invitation, le 9e anniversaire d'Élise.
Rejoignez-nous pour du gâteau et des festivités. Le nom de Claire était imprimé en bas, mais son écriture n'y figurait pas. Je n'appelais pas pour confirmer. Je préparais une petite fournée de scones au citron. La veille, les emballais soigneusement dans une boîte et choisis une robe bleu pâle que je n'avais pas portée depuis des années. Pas pour impressionner, mais parce que parfois la dignité s'habille de tissus discrets. La fête se tenait dans le même jardin où j'avais planté des tulipes avec Élise avant que les choses ne fanent. Il y avait des ballons, des cupcakes en forme de licorne et des tables pliantes couvertes de décorations jetables. Personne ne m'accueillait à l'entrée, mais Élise me vit en premier. Son visage s'illumina comme s'il se souvenait encore de chaque samedi à la serre. Elle courut vers moi et m'enlaça avant que je puisse poser la boîte. Claire se tenait près du barbecue parlant fort à un groupe d'autres mères. Elle ne me regarda pas. Je m'assis à l'extrémité de la table avec un gobelet en carton de limonade tiède. Personne ne m'offrit de gâteau. Personne ne me demanda comment j'allais. Après un moment, Élise revint tenant une assiette en papier fragile avec ce qui semblait être les dernières miettes d'un cupcake, un glaçage à moitié fondu et une perle cassée collée au bord. « Je t'ai gardé ça », murmura-t-elle. Je pris l'assiette avec un sourire et repoussai ses cheveux derrière son oreille. Puis je fouillai dans mon sac et sortis une petite enveloppe. À l'intérieur, un sachet de graines, de la lavande, sa préférée de la pépinière. Je me penchai assez près pour que personne d'autre n'entende. « C'est pour quand tu seras prête », murmurai-je. Pas pour faire pousser des fleurs, pour faire pousser la vérité. Elle parut confuse mais serra l'enveloppe comme quelque chose de sacré. Je ne restai pas longtemps, juste assez pour laisser les scones, la graine et le silence que je ne devais plus à personne. Parfois, la seule façon de nourrir l'amour, c'est d'arrêter de servir le silence. Le cottage est niché au bord d'un lac tranquille dans le Vaucluse, là où les arbres se penchent comme de vieux amis et le ciel semble un peu plus proche. Il n'est pas grand, 2 chambres, une cuisine étroite et un porche qui craque juste assez pour rappeler qu'il est vrai. Mais il est à moi. Ni hérité, ni quémandé, choisi. Je passe mes matins avec de la terre sous les ongles du café dans une tasse ébréchée et le confort lent d'un temps sans hâte. Le jardin ici n'est pas grandiose comme l'était la pépinière, juste un carré de lavande, du thym et de l'origan, une rangée de tomates cerises qui semblent pousser plus vite que les enfants qui aident à les soigner. Les enfants viennent tous les mercredis et samedis apportant leurs gants dépareillés et leurs chapeaux de soleil trop grands. Je leur montre comment bichonner les racines neuves, repérer les signes discrets d'un arrosage excessif, être patient. Car les choses les plus importantes ne se font pas vite. Ils écoutent souvent, ils riment beaucoup. Et parfois l'un d'eux demande pourquoi je ne vis pas avec ma fille. Je vis là où les choses poussent, dis-je. Ça suffit généralement. Un après-midi, je m'assis sur le porche avec mon journal de jardin, l'original. Celui rempli de croquis des débuts d'herbes pressées de saisons passées et de lettres d'une version de moi qui croyait encore que la paix s'achetait en se taisant. Je tournai la dernière page et écrivis lentement, délibérément « Héritage, ce que tu fais pousser et qui survit au bruit. » Puis je le refermais et le rangeais dans le tiroir du bas, à côté de la dernière note de mon mari et de la petite boîte où je garde le premier gribouillage d'Élise, un tournesol au crayon. Ce soir-là, le courriel arriva. Juste une enveloppe douce et fine, adressée d'une écriture familière et irrégulière. « Chère mamie, commençait-elle. J'ai trouvé la graine que tu m'as donnée. Je ne savais pas si elle pousserait, mais elle l'a fait. Elle est près de ma fenêtre maintenant. Je l'arrose tous les matins avant l'école. Maman ne sait pas. Je pense que c'est juste pour nous. Et c'est... Glisser à l'intérieur un dessin, une fleur à 5 pétales, un cœur au milieu et une petite paire de racines s'étendant en dessous. Je le serrai contre ma poitrine et souris. Pas par fierté, mais par quelque chose de plus profond. Parce qu'elle a peut-être jeté des miettes ce jour-là, espérant me faire honte. Mais je n'avais pas besoin de leur table. Elle a jeté des miettes, mais j'ai gardé le sol. Et de là, j'ai fait pousser quelque chose qu'aucun d'eux ne pourra jamais prendre.